Bonjour, c'est Georges. Alors, l'autre jour, j'étais sur les réseaux sociaux et là, vous allez me dire, mais Georges, toutes tes vidéos commencent pareil. Tu passes ta vie sur les réseaux sociaux ou quoi? Oui, mais c'est pas votre problème, c'est celui de mon psychiatre. Bref, l'autre jour, j'étais sur les réseaux sociaux et comme vous, je pense, j'ai vu une vidéo d'une prison en France. Carrément, les mecs fêtaient un anniversaire avec des gâteaux savanes et rien que ça s'offre des téléviseurs, ça fume la chicha et compagnie. Et là, je me dis, oh, c'est marrant. Parce que, en général, la prison, c'est pas censé être chiant. Non, je pose la question. Et ça entraîne plein de questions dans ma tête. Est-ce qu'une prison qui n'en est pas une va générer de l'insécurité en dehors de la prison? Est-ce qu'il existe des pays où les prisons sont rudes et où il n'y a pas d'insécurité? D'où vient l'idée qu'il faut caresser les des prisonniers français? Enfin bref, plein de questions, je me pose plein de questions et là, je fais mes petites recherches et j'atterris sur un descriptif d'une des prisons les plus dures du monde dans un des pays les plus sûrs. Et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager, à commenter, hein, si tu veux, pour gagner ce t-shirt par ailleurs. C'est très important pour le... La prison la plus dure du monde met-elle une vitesse au système carcéral français? Oh, zébardi. Mais avant de parler de prison sans lit, parlons d'une marque qui fait des lits. Emma. Emma, c'est pas juste une marque, c'est un véritable expert du sommeil. Ils ont été primés 7 fois en Europe, c'est te dire à quel point leurs produits sont incroyables. J'ai eu l'occasion de tester leur fameux matelas hybride 2 et laisse-moi te dire, c'est une nouvelle dimension. Ah ça, les prisonniers singapouriens en auraient bien besoin. Il a été élu top matelas en France pour 2023. Il allie le confort et le soutien pour des nuits paisibles après des grosses journées de merde comme on peut en connaître. Il assure une indépendance de couchage optimale et une répartition de la pression parfaite grâce à ses 7 zones ergonomiques. Ce matelas dispose de 25 cm d'épaisseur et de 3 strates de mousse, dont une mousse à mémoire de forme pour s'adapter idéalement à toute morphologie, y compris des plus skinny aux plus fat. Et aujourd'hui, ça vaut vraiment le coup d'investir parce que vous pouvez profiter de moins 50% pour le Black Friday et économiser 10% supplémentaires avec le code promo Georges. Il y a aussi des options de paiement si tu es un peu en galère, paiement en 3 fois, paiement en 4 fois ou paiement même en 12 fois qui sont disponibles. En plus de ça, Emma te propose un essai de 100 nuits sans risque et si t'es pas satisfait, ça peut arriver, tu peux le retourner gratuitement. Il t'offre même 10 ans de garantie avec livraison et retour gratuit. Si vous n'êtes pas prêt à acheter ce matelas, il y a aussi plusieurs accessoires. Personnellement, j'ai une petite préférence pour la couverture lestée qui est, je vous le dis clairement, super agréable. Ça aide vraiment à s'endormir et comme vous le savez, le prix du chauffage a augmenté et justement une bonne couette, ça tient super chaud en hiver. C'est un bon investissement si vous voulez éviter de dépenser votre PEL en chauffant votre chambre, qui est, si tu habites à Paris, sûrement une belle passoire thermique. En tout cas, ça donne pas envie de sortir du lit, mais bon, la revue d'actu s'écrit pas toute seule. Alors, si tu veux vivre l'expérience d'un sommeil de qualité, c'est le moment ou jamais. Clique sur le lien que je te mets dans la description pour profiter des offres. Et n'oublie pas d'utiliser le code Georges pour avoir une réduction de 10% supplémentaire valable pendant 2 semaines. Voilà, c'était la petite pause bien-être. Maintenant, retour sur notre vidéo bien moins sympa, bien moins cool, des prisonniers à Singapour. Et on va présenter un peu le pays. On se donne rendez-vous dans ce tout petit pays au large de la Malaisie, Singapour. Quelques mots sur le lieu, c'est un territoire tout petit, mais alors ultra peuplé avec 6 200 000 personnes qu'on appelle les Singapouriens. C'est aussi un pays qui est multiculturel puisqu'on va retrouver des Chinois, des Tamouls et des Indiens. Et ce pays est connu pour avoir l'univers carcéral le plus dur qui soit. Et pour que vous compreniez bien, on va faire un petit récit, petite mise en bouche. Vous êtes singapourien et un jour, au détour d'une ruelle, vous croisez une vieille mamie. Et là, comme c'est très souvent le cas en France, vous vous dites « Oh, c'est marrant parce que le sac de la mamie, j'ai envie de l'avoir. »
mais j'ai pas envie de payer. Hop, tu te mets à tabasser cette mamie. Je parle de ça parce que c'est un peu le quotidien des Français. Hein. On se rappelle de l'histoire de la grand-mère à Cannes. Donc là, tu vois le sac et tu te mets à tabasser la mamie. Mais là, on n'est pas en France, on est à Singapour, ville où si tu fais des dingueries le lundi, il y a des vidéos de les susnommés dingueries en 4K 60 fps dans le bureau de Xiaoping, le chef de la police locale le mardi matin. Donc tu te retrouves inculpé pour vol avec violence et tu subis l'article 394 du code pénal singapourien qui prévoit minimum 5 ans d'emprisonnement et 12 coups de canne. Oui, des coups de canne. Et attention, hein, encore une fois, on n'est pas en France. On n'est pas en France où 5 ans deviennent 3 ans sur le papier, 1 an de remise de peine et 1 an de bonne conduite, de churros et attention qu'on ne t'y reprenne pas. Là, même si tes 2 parents sont morts et que tu as un cancer en phase terminale, tu ne pourras pas faire moins que 5 ans de prison. En l'occurrence, le code prévoit 8 ans de prison pour ta petite gueule. Et c'est pas 8 ans, mais les procédures sont longues, tu seras jugé dans 2 ans. La justice de Singapour, surtout depuis sa réforme de 2021, mise en œuvre en 2022, est ultra speed. L'idée, c'est que le délinquant puisse rattacher un acte avec sa sanction le plus vite possible. Autant te dire que ton avocat, il va pas servir à grand chose. Il va arriver, serrer 2-3 pinces et aller se faire enculer en arrière-boutique. On y est, tu rentres en prison pour les 8 prochaines années au Changi Prison Complex. Là, le quotidien, excuse-moi de te le dire, il va pas être très drôle. Déjà, comme tu peux le constater, la prison est construite pour que les prisonniers voient rarement la lumière du soleil et le bâtiment est sous surveillance stricte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ta cellule, ça va être grand maximum 10 mètres carrés, chiottes comprises, pas de matelas, pas de distraction, seulement quelques livres que l'établissement va choisir pour toi. Alors, il y a les promenades, tu me diras. Oh, te fais pas chier avec ça. Pour les plus chanceux, tu as le droit à 1 heure de promenade par jour. Sinon, c'est 23 heures sur 24 dans ton 2 pièces parisien. Et pas de sortie pendant les week-ends. Les parloirs avec une avocate que tu sautes ou des lettres à ta mère, t'oublies direct. Quasiment aucun contact avec l'extérieur pendant 8 ans. 8 ans sans contact. Dans un documentaire que la prison a sorti, oui, la prison singapourienne a sorti un documentaire sur elle-même, on voit une scène d'une autre dimension, où le gardien va embrouiller un détenu, mais alors vous n'allez pas y croire, parce qu'il a gardé une pomme. Dans le même plan, ce gardien se rend compte que le seul loisir du détenu, c'est du dessin personnel, et du coup, il jette ce dessin-là dans le risque que ça serve à dialoguer avec d'autres détenus. Dans une autre galaxie toujours, en France, on est habitué, si tu dis bonjour aux surveillants, ta peine est divisée par 2. Ici, à Singapour, c'est un système de points. Si tu te tiens bien, en même temps, t'as pas trop le choix, si tu te tiens bien, tu gagnes des points. Et au bout de 60 points, tu as le droit d'accrocher une photo personnelle au mur. Voilà. En équivalence, pour sortir de prison plus tôt que prévu, faudrait genre 2 milliards de points, soit grosso merdo 80 000 jours de bonne conduite. C'est beaucoup. Ah ouais, c'est pas mal, 80 000 jours. Ça fait une petite trotte. Pour cette partie, on va faire un petit détour par l'éducation. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose d'assez contre-intuitif. La population de Singapour est très éduquée et accepte pourtant une prison ultra répressive. Pour rappel, en 2018, Singapour était numéro 2 des classements PISA quand la France était 25e. Sacré Quacoubistan. Donc on pourrait se dire qu'une population éduquée n'a pas besoin d'une prison aussi dure, et en fait non. Et en fait c'est l'inverse. En fait, la société de Singapour a 2 principes fondamentaux qu'on va retrouver dans la prison et dans l'éducation, qu'on inculque à l'école dès le plus jeune âge. Le développement holistique et l'importance de la communauté. Évidemment tu me connais, je te lâche pas des termes techniques comme ça, je vais t'expliquer. Holistique, ça vient du grec, pas celui en bas de ma rue, holos, qui veut dire entier ou tout. Une approche holistique en sociologie, ça veut dire considérer l'individu non pas comme isolé, mais comme faisant partie d'une communauté soudée et quelque part un peu interconnectée. Le groupe prime sur l'individu. Dans l'éducation singapourienne, ça se traduit par faire de l'enfant une richesse pour la société. Et attention, hein, c'est pas une richesse genre la diversité est une richesse, mais c'est très concrètement comment éduquer l'enfant pour qu'il profite au bonheur global de la société. Ça veut dire
développer ses facultés intellectuelles, ses facultés morales, sa capacité physique et son imagination. Et très jeune, l'élève et l'individu par extension sait qu'il fait partie d'un groupe, d'une communauté et qu'il doit, lui, profiter à la communauté. Et pour la prison, c'est un peu pareil. Lorsqu'un individu commet un délit à Singapour, on ne le considère pas comme extérieur à la société, mais c'est justement parce qu'il est un élément déviant de cette communauté qu'on lui inflige des sanctions très fortes. Et c'est parce que tous les individus ont intégré faire partie d'une communauté qu'ils acceptent la sanction. Donc la prison singapourienne répond à un double besoin. 1. La base de la prison, à savoir protéger la société des éléments menaçants et déviants. Encore une fois, la base de la réflexion, c'est le groupe et l'harmonie sociale. Et deuxième élément, rééduquer les déviants, leur réapprendre l'importance et l'ordre du groupe pour enfin les réinsérer, mais concrètement pour les réinsérer. C'est donc pour ça que les prisonniers à Singapour, ils ont une prison très dure, mais ils sont aussi obligés de travailler. Ils doivent produire pour le groupe, que ce soit des pièces d'industrie ou des pièces pour la prison elle-même. Et là, vous allez me dire, mais Georges, pourquoi choisir une prison dure si on veut éviter la récidive ? Eh ben mon con, parce que c'est scientifiquement prouvé. Une étude publiée dans la revue de psychiatrie de Lancet, appelée « L'efficacité des interventions psychologiques en prison pour réduire la récidive », va démontrer scientifiquement qu'une prison stricte entraîne un effet d'association chez le délinquant. En gros, il va associer son délit ou son crime avec une sanction physique et mentale importante et ne plus reproduire le délit ou le crime. C'est un peu comme un système pavlovien où l'idée même d'un délit va être directement associée à une sanction. Et c'est d'ailleurs ce qui explique les très courts délais dans le système judiciaire singapourien. Il faut que le criminel associe son comportement déviant avec la sanction. Par ailleurs, comme vous l'avez vu, le prisonnier est seul. Il n'a littéralement aucune interférence avec le monde extérieur. Au niveau macro, ça va déjà éviter toute forme de rébellion. Et surtout, au niveau micro, pour l'individu lui-même, c'est très efficace. Ça va conditionner le prisonnier à associer le crime et le délit à l'extrême solitude de la prison. C'est ce qu'on appelle un conditionnement classique. Ça entraîne donc en psychologie une stratégie d'évitement de l'individu qui va éviter tous les comportements qui pourraient le ramener à cette situation d'extrême solitude qu'il a vécue en prison. Un autre avantage, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage social. Donc j'en avais déjà parlé dans une de mes revues d'actualité. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée qu'une sanction rude pour l'individu est utile pour lui, mais surtout pour les autres. En observant les conséquences négatives subies par les anciens détenus, personne n'a intérêt ou envie de commettre un délit. C'est de l'apprentissage social. Par ailleurs, l'isolement physique des prisons singapouriennes ont un dernier avantage et non des moindres, l'introspection. Quand tu passes 7 jours sur 7 enfermé dans une prison sans aucune distraction, la seule pensée que tu peux avoir à la fin, c'est sur les raisons de ton enfermement. Donc c'est une introspection de fou furieux. Et je peux te dire que tu as le temps de réfléchir à ce que tu as fait. Et ça va reproduire le cadre d'une méditation où le prisonnier peut aboutir à ce qu'on appelle l'insight, donc qui est une compréhension soudaine de l'origine de la situation, donc le pourquoi et le comment du crime et du délit qu'il a commis. En fait, la prison à Singapour, c'est la personnification de l'expression « qui aime bien châtie bien ». Et ça marche en fait. Les taux de récidive des détenus du pays est l'un des plus faibles du monde. C'est donc une approche qui est ultra efficace. Et c'est cette approche qu'on dit holistique et communautaire qui explique aussi le taux de prisonniers étrangers dans les prisons de Singapour. Donc un peu moins de 9% en 2019, alors qu'en France on est à 25%. Ah oui, tu vas pas perdre ton temps et rééduquer quelqu'un qui ne fait pas partie de ta communauté. À l'inverse de cette philosophie carcérale, on a la philosophie carcérale française, rien à voir. On va pas faire une histoire du pourquoi, du comment la prison en France c'est devenu la cour des miracles, mais un peu quand même. Quand on voit les détenus dans notre pays mener des trains de vie de pacha dans les prisons ou même ne pas aller tout simplement en prison du tout, on peut se demander, mais comment en est-on arrivé là ? Et en fait, tu te doutes bien, la réponse elle est évidemment assez complexe. Déjà, la philosophie carcérale française doit se comprendre dans ce qu'on appelle un état de droit où on va garantir constitutionnellement parlant un traitement humain aux prisonniers. Sauf que
L'appréciation de ce traitement se fait par des juges que vous connaissez bien, mais ces juges-là ont une lecture très partiale et très sociologiquement partisane de la prison. Grosso merdo, ils pensent que c'est l'incarcération qui fait le prisonnier. Il faut donc éviter à tout prix le passage par la case prison. Donc c'est ce qui va expliquer toutes les remises de peine possibles et imaginables. Et surtout, lorsque cet individu est en prison, il faut qu'il soit protégé des vices de cette prison. Cette sociologie prend elle-même racine dans les théories développées par Michel Foucault, le sociologue Michel Foucault, qui voit dans la prison une institution de surveillance de la classe dominante sur la classe dominée. Ajoutez à cette perception-là toutes les normes et les régulations européennes qui vont empêcher la France d'avoir un système d'incarcération propre. En janvier 2020, par exemple, la CEDH a condamné la France pour traitement inhumain et dégradant des prisonniers. C'est toutes ces raisons-là qui fait qu'on aboutit à des mecs qui font des fêtes d'anniversaire dans des cellules qui donneraient envie à des étudiants parisiens. Quand on voit les vies des prisonniers à Singapour et en France, une des grosses différences, c'est donc le pouvoir des juges. En France, les prisonniers ont le droit à des juges très complaisants qui ont un pouvoir discrétionnaire. Donc le pouvoir discrétionnaire, c'est la liberté qu'ont les juges d'interpréter le code pénal à leur sauce, en fonction des circonstances, du contexte et de tous les facteurs qui peuvent atténuer la gravité de l'acte. Genre, il avait mal dormi, du coup il a fait un attentat. Grosso merdo, c'est ça. En revanche, à Singapour, les juges se contentent d'appliquer les lois. C'est tout. Pas de je sais pas quoi, excuse ou quoi. Par exemple, avant 2012, dans le cadre du trafic de drogue, les juges singapouriens n'avaient pas le choix, ils étaient obligés d'appliquer la peine de mort. Il n'y a pas de je sais pas quoi, il a mal dormi. Hein, peine de mort directe. Après 2012, on leur a accordé le droit de choisir entre la perpétuité réelle et la peine de mort, et ça a été pris pour la société singapourienne comme un pouvoir discrétionnaire dangereux pour la démocratie. Ouais, ils sont vénères. Hein. Et étonnement, le meilleur système, donc pas celui qui enferme le mieux, mais celui qui évite le plus la récidive entre les deux systèmes de prison singapourienne et française, c'est Singapour. Et pourquoi ? Je vais te dire ça. En travaillant sur cette vidéo, je suis tombé sur une autre étude scientifique publiée dans le Sage Journal qui montre que le taux de criminalité d'un pays est lié à 3 facteurs que je vais vous dire: la probabilité d'être pris, la durée de la peine et sa compréhension par le délinquant, et le délai entre l'infraction et la sanction. Alors, selon les études, on met plus ou moins l'accent sur un des 3 facteurs, mais grosso merdo, c'est toujours ces 3 mêmes facteurs qui reviennent. Et c'est normal. Et pourquoi c'est normal ? Parce que ça se passe dans notre petit cerveau. Bon, la probabilité d'être pris, c'est ce qu'on appelle l'aversion au risque. Avant de commettre un délit ou un crime, même dans l'action ou dans l'émotion, on conscientise son acte et on se demande si le jeu en vaut la chandelle. Ça, je pense que tout le monde peut comprendre. C'est le deuxième facteur qui est intéressant. On va prendre un exemple. Imaginons que l'on vive dans une société A pour qui la pire peine de prison est le fait de devoir porter des crocs. Voilà. Donc on peut supposer que porter des crocs est une peine qui s'inscrit dans une longue histoire culturelle qui aboutit à une hiérarchisation des peines avec en haut, porter des crocs. Ça, c'est le pire pour la société A. Culturellement, les citoyens ont associé le fait de porter des crocs avec une sanction très haute dans leur système de valeurs. Ils associent mentalement et psychologiquement porter des crocs comme une peine et une douleur. C'est un apprentissage par renforcement puisque l'individu va éviter toutes les situations qui pourraient le conduire à porter des crocs. Maintenant, imaginons une société B où le fait de porter des crocs n'est absolument pas grave. Si des individus de cette société B arrivent dans la société A et qu'ils se font condamner au hasard pour agression sexuelle dans le métro, ils vont devoir porter des crocs. Sauf que pour cette société B, et donc les individus qui proviennent de cette société B, il n'y a absolument aucun mal en soi à porter des crocs. C'est pas confortable, mais ça n'a pas d'impact émotionnel sur eux. Ils ne comprennent pas la peine. Pour qu'un système carcéral fonctionne, il faut donc voir la population incarcérée, sonder les hiérarchies de valeurs des détenus et non de ceux qui prononcent les peines et créer des peines qui font écho au système de valeurs des prisonniers. À Singapour, les peines sont parfaitement intégrées dans le système mental des prisonniers et de la société. L'isolement dans une société très communautaire, la sanction physique dans une société apaisée, l'autodénigrement et la longueur réelle des peines, la privation de liberté.
Tous ces facteurs font que la sanction est parfaitement audible pour n'importe quel citoyen singapourien. Et enfin, le troisième facteur qu'on néglige trop souvent, c'est la rapidité des peines. En France, le délai moyen de traitement des affaires pénales est de 8,4 mois pour l'année 2019. On pourrait se dire, mais Georges, c'est une très bonne chose, ça permet aux délinquants d'être bien protégés et soutenus juridiquement. Déjà, non, ce délai n'est pas un choix, c'est un délai qui est subi parce que l'appareil administratif français fonctionne sous Windows XP. Et surtout, le risque de ces délais très longs, c'est la fin de l'apprentissage associatif. Et qu'est-ce que c'est donc quoi ce truc d'apprentissage associatif ? Je vous fais pas un dessin, le cerveau humain il fonctionne par apprentissage. C'est un mécanisme fondamental de développement. Le cerveau établit des liens entre des stimuli et des événements. L'exemple qu'on va donner très souvent en psychologie, c'est le feu. T'es gamin, tu mets ta main dans le feu, ça brûle. Action. Stimuli instantané, négativité, ça brûle. Conclusion, je ne mettrai plus la main dans le feu. Grosso merdo, c'est l'idée. Simple, efficace. Techniquement, on appelle ça de l'apprentissage associatif. Même un peu plus techniquement, c'est de la contiguïté temporelle. Donc c'est la proximité entre l'action, mettre la main dans le feu, et la réaction, la douleur qu'on a quand on met la main dans le feu. Voilà. C'est ça qui forme l'apprentissage. Le risque d'avoir un délai très long entre le délit et la sanction, c'est la rupture du lien d'association entre la sanction et le délit. C'est comme si je mettais ma main dans le feu et que j'avais mal une semaine après. C'est ce qu'on appelle la dégradation de la mémoire épisodique. Le souvenir du délit est lointain et on ne sait plus exactement pourquoi on est puni. Et ce délai-là entre l'action et la condamnation, il va affecter mécaniquement l'efficacité de la dissuasion. Je ne vous parle même pas des remises de peine. Non content de pouvoir mettre ta main dans le feu et d'avoir mal une semaine plus tard, tu pourrais très bien ne pas avoir mal. Et on n'aborde pas la récidive avant l'incarcération en France, où un mec qui devait être jugé pour la 87e fois a le temps de commettre un 88e délit avant d'être jugé pour son 4e crime. A l'inverse, il n'y a pas d'avocat ou de remise de peine à Singapour. Tu fais le fou et directement tu te fais enculer. Déjà, ça permet d'éviter la paperasse, tu sais pourquoi tu rentres et tu as le temps d'intégrer tes erreurs avant la sortie. On nous explique d'ailleurs très souvent que le bon traitement des prisonniers, c'est pour privilégier le confort et empêcher la récidive. Mais c'est faux. C'est statistiquement faux. À 6 ans, le taux de récidive des prisonniers français est le double, voire parfois le triple que celui des prisonniers singapouriens. Pareil pour le taux de réinsertion qui est bien supérieur dans les prisons singapouriennes que dans les prisons françaises, malgré des traitements bien moins rudes dans les prisons françaises. Et c'est fondamental, la prison, pas en tant que lieu, mais en tant qu'institution. Je sais que j'en parle souvent sur cette chaîne, mais la prison, selon moi, est au fondement du contrat social. Donc c'est une théorie qui a été développée par Thomas Hobbes, qui explique que l'État et ses institutions punitives organisent les normes d'une société. On remet certaines de nos libertés à l'État, à l'institution qu'on appelle l'État, en échange d'une certitude de vivre dans une société apaisée. Si la société devient dangereuse, il n'y a littéralement plus aucun intérêt à avoir d'État. Littéralement. Il faut donc une institution qui protège la société des éléments déviants, qui est la prison. Le sociologue Émile Durkheim expliquait bien que la prison était un élément du contrôle social qui protégeait la société d'anomie, qui est le manque de normes, et plus généralement, la prison va protéger les individus du conflit. Parce que si jamais on n'a plus de confiance dans la justice et donc dans la prison, rien ne nous empêche à nous de nous faire justice nous-mêmes. C'est la guerre de tous contre tous. Et c'est aussi la base. Si on sait qu'un criminel va être puni, on tolère la délégation de la vengeance personnelle. On se dit, on n'a pas besoin de se venger, vu qu'on sait que l'État va le faire. Dans un sondage de l'Institut CSA pour l'Institut pour la justice, 81% des Français jugeaient la justice trop laxiste. Le problème, c'est que la justice, c'est le fondement même de l'État. Puisque à quoi bon déléguer une partie de notre liberté pour un État qui n'assure plus la sécurité des citoyens ? Et quelque part, à quoi bon l'État si la seule justice que je peux avoir d'un délit ou d'un crime qu'on m'a infligé, c'est ma vengeance personnelle, à quoi bon vivre dans une société ? Merci à tous d'avoir suivi cette enquête sur les prisons singapouriennes et le fonctionnement même de la prison.
avec lesquels on a pu faire 2-3 petits échos à la prison en France. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, surtout à t'abonner à la chaîne de Georges, c'est très important pour le référencement et aussi pour gagner ton t-shirt. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!